je passe tout de suite la parole à M. Cédric Bécher, qui donc peut-être, si j'ose dire, représenter plus la sphère privée dans cet exercice d'évaluation. Oui, en deux mots, moi je représente, je suis la voix d'une PME finalement dans ce processus qui a été, même d'une TPE j'allais dire, puisque Nomadei c'est 15 personnes, on existe depuis 15 ans, on est 15 et on reste une petite société de conseil sur mesure. On était un des premiers cabinets à se positionner sur ces sujets de développement durable, de filière de la croissance verte, etc. Et on a fait ce pari de rester en tout cas petit. Donc moi ce que je partage avec vous, c'est une expérience à la fois très, très passionnante, hein, je tiens à le dire tout de suite, c'est beaucoup de travail mais c'est très passionnant d'agir en tant qu'expert dans le cadre de ce programme H2020. Et effectivement, c'est d'apporter, et je suis ravi de pouvoir le faire, avec des représentants d'institutions académiques de très haut niveau, avec des acteurs qui viennent de différents pays, des hommes, des femmes, je redirai un mot sur le sujet, mais avoir vraiment cette voix des entreprises aussi et des PME dans un processus dans lequel on a bien compris, c'est une priorité en tout cas, hein, dans cette logique d'ouverture, d'accent sur l'innovation, etc. Donc moi je suis un nouvel expert, hein, j'ai commencé à travailler en 2014 sur ces sujets, je n'étais pas expert FP7, donc en fait depuis 2014 j'ai participé à l'évaluation d'une centaine de projets à peu près. Alors pour ces évaluations vous n'avez pas à chaque fois si vous voulez la réunion à Bruxelles avec les rapports de consensus, hein, ça dépend des fois c'est uniquement du travail qui est à distance, et donc une centaine de projets à la fois avec l'instrument SME et puis dans le cadre du SC5 sur différents sujets. Donc je voudrais vraiment redire un mot un peu personnel de ces trois étapes. Donc le travail à distance effectivement c'est beaucoup de travail, c'est-à-dire qu'on a, comme ça a été rappelé, un workflow, hein, en bon français, qui nous impose des deadlines et qui nous rappelle très régulièrement à l'ordre. En moyenne, on a une petite quinzaine de jours pour évaluer des propositions, parfois, dans le dernier cas, 5 propositions. Alors, 70 pages, oui, de propositions techniques, mais après, il y a 70 pages d'annexes aussi. Donc, en fait, c'est plutôt 150 pages par proposition. Et j'aime mieux vous dire que c'est un travail assez conséquent de s'immerger dans une proposition, de comprendre déjà qui sont les membres du consortium, ce qu'ils apportent chacun à leur niveau, quelle est un petit peu la compréhension générale du mécanisme qu'on veut vous proposer, quelle est la proposition de valeur du projet que vous évaluez, puis après rentrer dans une lecture approfondie pour commencer à regarder un petit peu quelles cases sont cochées, quelles cases ne le sont pas, ce que vous comprenez, ce que vous ne comprenez pas, ce dont vous aurez envie de débattre avec les autres experts lors des réunions de consensus. Beaucoup de travail et effectivement je vais dans le sens de ce que Gaël a dit, on passe en général beaucoup plus de temps que ce qu'on est censé passer si on veut faire notre travail sérieusement pour entrer dans ces propositions. Voilà. Ensuite, donc, on rédige nos rapports individuels, on se rend à Bruxelles où il y a effectivement une phase de briefing, un processus vraiment qui est très encadré, très professionnel. Ça c'est mon point de vue d'acteur entreprise, mais je trouve que c'est vraiment extrêmement bien fait, extrêmement... ça donne confiance en tout cas, hein, sur la façon dont le processus est mis en place. Et on a cet effort de faire converger nos rapports individuels. Alors des fois c'est simple, des fois ça ne l'est pas du tout. Et je reviendrai un temps là-dessus, mais en tout cas c'est un exercice passionnant. Et puis il arrive effectivement qu'on soit aussi mandaté ou missionné pour travailler, pour avoir le rôle de rapporteur. Et donc là, alors parfois c'est un membre du groupe, parfois c'est un rapporteur extérieur, j'ai vécu les deux situations. C'est assez délicat quand vous avez évalué une proposition et que vous avez un avis assez alors on a rarement des avis absolument tranchés, on a besoin des expertises de tout le monde, mais quand vous avez un avis sur une proposition, c'est pas évident quand vous êtes de passer dans le rôle d'un rapporteur neutre qui a pour mission de commencer à proposer un texte consolidant. Donc quand vous êtes rapporteur, vous avez accès aux évaluations individuelles de tous les autres experts, et puis vous devez faire un travail de préparation en amont qui consiste à commencer à synthétiser un texte qui dit voilà ce sur quoi on est d'accord, ce sur quoi on n'est pas d'accord, les points positifs, les points négatifs, et ce dont on va devoir débattre. Pour essayer d'organiser un peu le temps, parce que sinon on n'y passerait pas une semaine, on y passerait 2 mois. Donc ça c'est un travail qui n'est pas évident, mais qui est assez passionnant. Et parfois c'est un rapporteur, ce qui a été le cas dans ma dernière expérience, qui vient de l'extérieur et qui par construction a passé beaucoup moins de temps dans les propositions, et se concentre vraiment lui sur l'effort de consensus, de création de consensus. Voilà, en tout cas c'est beaucoup de travail, et je tiens à vous dire pour ceux d'entre vous qui soumettront des propositions qu'il y a quand même un dispositif conséquent pour en prendre le plus grand soin de vos propositions. Voilà, donc on regarde effectivement 3 choses, hein, je ne reviens pas là-dessus, excellence, impact, implémentation. C'est pas évident, parce qu'il y a quand même des vases communicants aussi entre les deux, même si les grilles sont quand même très bien faites, on voit bien ce que la Commission attend. Il y a quand même une certaine porosité aussi entre ces grilles, hein, les notions de valeur ajoutée, les notions de mesure de la valeur ajoutée, de contribution à l'effort de lever des barrières au développement des services climatiques, etc. On les retrouve un peu sous différents angles parfois dans ces sujets, et c'est aussi à nous, ensemble, de faire très attention à ne pas pénaliser 2 fois une proposition sur un défaut qu'elle pourrait avoir ou un problème éventuellement qu'elle pourrait avoir. Et ça, on est très vigilant, les modérateurs le sont, etc. Voilà, à ne pas avoir de problème de ce type. Alors, pour arriver à un consensus, combien de temps ça met? Ça met entre 3 heures et 6 heures, sur la base de mon expérience.
3 heures, c'est plutôt efficace. Ça veut dire qu'en général, on passe pas trop de temps sur la partie excellence, on se comprend assez bien, les experts sont d'accord, il y a des doutes à lever, mais on s'en sort. Impact, pareil, et implémentation, voilà, ça coule assez efficacement. Quand ça dure 6 heures, c'est en général sur la partie excellence et impact que ça prend le plus de temps. Pourquoi? Parce que c'est je pense les volets les plus complexes à évaluer et on a vraiment, j'insiste là-dessus, besoin de l'assemblage de compétences qui est fait dans ces panels. Moi j'ai vécu comme ça, vous ne pouvez pas prétendre, même en ayant bien fait votre travail, avoir compris de façon complètement exhaustive toutes les subtilités d'une proposition, même en y ayant passé beaucoup plus de temps que prévu. Vous avez besoin de mettre en discussion, vous avez besoin de voir comment les autres évaluateurs ont compris le sujet. D'ailleurs, on commence très fréquemment par un petit tour de table pour que chacun puisse dire ce qu'il a apprécié, ce qu'il a moins apprécié, ce qu'il n'a pas compris. Et un point également, en amont, on n'a pas les évaluations de nos autres, et on n'est même pas en contact avec les autres évaluateurs. Ça c'est important, c'est-à-dire que c'est vraiment un travail qui peut paraître un peu solitaire au début, mais je comprends aussi pourquoi c'est calibré comme ça. C'est pour que chacun vraiment, sans se laisser perturber au démarrage par, même si c'est des perturbations positives puisqu'on co-construit, mais sans se laisser perturber au démarrage par d'autres idées, se plonge vraiment dans une proposition pour se faire son avis. Voilà, alors la dernière fois, j'ai passé une 40aine d'heures dans une salle avec un météorologue slovaque, voilà, je me suis noté là, une économiste de l'énergie grecque, une chercheuse anglaise et une experte allemande, et c'est fascinant comme expérience parce que tout le monde fait son travail avec beaucoup de sérieux. Je peux dire que les gens ont lu les propositions, se sont fait des fiches mémo, savent ce dont ils ont envie de parler en priorité. Le modérateur H2020 joue un rôle important parce qu'effectivement, alors tout le monde s'exprime, hein, des gens qui sont un peu taiseux, qui restent dans leur coin, il n'y a pas. Au contraire, les experts prennent leur rôle à cœur et donc sont plutôt dans une logique de s'exprimer et de partager leur point de vue. Mais le modérateur H2020 est là aussi pour dire à un moment donné, quand on va trop bas dans l'entonnoir, quand on se focalise trop sur un sujet, bon, pour reprendre un peu de champ, se souvenir des objectifs du call, de ce qui est attendu, et donc être en mesure de trancher pour quand même rester dans une fenêtre de temps réaliste. Donc il y a ce modérateur. On n'a pas non plus parlé du contrôle qualité, c'est-à-dire que quand on a enfin réussi à se mettre d'accord sur un rapport de consensus et qu'on a noté, c'est pas fini, c'est-à-dire que tout ça part dans un contrôle qualité avec quelqu'un qui est suffisamment bien formé, parce qu'en général, quand il y a un bug ou quand il y a un point sur lequel on était finalement moyennement d'accord, mais on a passé 1h30 à écrire une phrase de 3 lignes, ça se voit. Et donc, quand il relit ou elle relit, elle me dit « je ne comprends pas bien, ligne 18, paragraphe », et on est reparti pour 1 heure parce qu'il faut se remettre d'accord. Donc, on ne rentre pas dans les consensus, dans l'établissement du consensus, on ne refait pas les discussions, mais c'est très important parce qu'on voit bien dans ce processus que tout est fait pour qu'il y ait une vraie consistance entre les notes, les commentaires qui sont formulés et que chaque expert soit à l'aise avec ce qui est écrit. Voilà, et ça c'est important. Je ne me suis jamais retrouvé dans une situation où vraiment on avait écrit quelque chose ou noté quelque chose avec un expert autour de la table qui était vraiment terrifié parce qu'il trouvait ça injuste, pas correct, etc. Alors naturellement, on choisit aussi ses combats. On ne peut pas être, si tout le monde est obtus sur tous ces sujets, on n'y arrive pas. Donc c'est toute l'idée de consensus. Mais globalement, on arrive vraiment à faire un travail dont on espère qu'il est aussi précis que possible. Et ça a été dit, mais c'est important de le souligner dans l'approche qualité globale. Il y a des observateurs qui tournent entre les salles, qui sont aussi à notre disposition quand on le souhaite de façon confidentielle dans des salles où ils tiennent des permanences, où on peut effectivement aller éventuellement vérifier un point ou expliquer pourquoi on n'a pas compris un moment dans le processus de sélection, etc., ou d'évaluation. Voilà, donc ça c'est un élément important, donc c'est un processus très sérieux, bon, en tout cas c'est mon sentiment. De façon générale, le consensus, je l'ai dit, il s'établit quand même assez naturellement, ça peut mettre du temps, mais les grilles sont bien faites, comme ça a été précisé par Gaël, on a quand même sous les yeux, c'est tout juste, on n'a pas sur nos fonds d'écran, mais les règles avec à chaque fois la correspondance entre les notes et les commentaires et les scores, et ce qui est bien fait, c'est qu'on commence toujours par les commentaires. Ça ne sert à rien de commencer à dire « moi je pense que ça vaut 4, 3,5, 5 » ou il faut commencer par se mettre d'accord sur un texte qui en soi est un processus assez constructif. Et derrière, la notation de mon expérience, elle se fait très naturellement une fois que les commentaires sont rédigés. Voilà, donc ça c'était quelques éléments que je voulais vous partager. Alors naturellement dans mon rôle, moi ce que j'apporte modestement mais avec beaucoup d'enthousiasme, c'est une attention assez particulière aux critères impact. S'assurer que, alors ça a été dit, on est dans une logique quand même de décloisonnement des écosystèmes, de passerelles, de porosité entre le monde de la recherche, le monde des entreprises, le monde des pouvoirs publics, les territoires, et ça ressort bien dans beaucoup de propositions. C'est d'ailleurs, je pense, très riche, et c'est le sens de l'histoire d'avoir ce type d'interaction. Et donc en fait, dans le sujet impact, on regarde principalement 3 choses. C'est vraiment d'abord la capacité de la proposition
à faire une vraie différence et une vraie contribution par rapport à tous les impacts attendus dans le call. Et ça, c'est, autant vous le dire, on a une approche très systématique, hein, c'est-à-dire est-ce que tous les impacts sont pris en compte, est-ce qu'ils sont pris en compte sur le même niveau, est-ce qu'ils sont pris en compte de façon très satisfaisante, ou avec des faiblesses, ou avec des choses qu'on ne comprend pas bien. Un point d'ailleurs qui n'est pas évident là, c'est qu'on évalue effectivement les propositions en l'état. Ça a été dit. Et c'est assez compliqué parce que plusieurs fois on sent bien qu'il y a une très bonne idée, on sent bien qu'il y a une bonne intuition ou qu'il y a quelque chose de prometteur, mais collectivement on est d'accord sur le fait que c'est pas suffisant, qu'on ne comprend pas assez pour pouvoir dire oui, si on note, ça va se passer comme ça, si on note positivement. Donc ça, c'est pas évident et on est obligé de se forcer. C'est à peu près aussi difficile que de ne pas comparer les propositions. On est obligé de se forcer à se dire, bah non, c'est peut-être dommage, mais là, on peut pas de façon raisonnable, penser que ça suffit, que c'est suffisamment détaillé, etc. Donc, est-ce qu'elle fait une réelle contribution, cette proposition, à tous les impacts attendus dans le call, avec vraiment un sujet sur ce développement rapide d'un marché des services climatiques, appuyé sur une réelle valeur ajoutée. Alors ça, on a des débats épiques sur la valeur ajoutée, comment on la définit, comment on la mesure, mais globalement, on tombe toujours sur nos pieds. Quelle aide on apporte au processus de décision? C'est-à-dire, encore une fois, on est dans une logique d'utilité, on ne fait pas ça pour la beauté du geste, on essaye de voir comment ces services climatiques peuvent optimiser, minimiser les risques, aider les processus de décision, apporter des solutions concrètes à des barrières techniques, technologiques, mais aussi, et ça rejoint votre point sur les SHS, mais aussi des barrières socio-économiques et des barrières vraiment liées aux questions de genre, liées aux questions socio-économiques. Donc ça, c'est vraiment important. Ensuite, on regarde un deuxième sujet, c'est les impacts substantiels qui ne sont pas inscrits dans le call. Et alors, on se pose la question de savoir si la proposition en question, au-delà des impacts attendus d'objectifs définis dans le call, a des retombées et est très convaincante sur sa capacité à avoir des retombées autres. Alors, c'est pour qu'il y ait quelque chose, on ne peut pas pénaliser si on n'a pas, en revanche, on peut, sous le contrôle de Gaël, mais effectivement, sanctionner de façon positive s'il y a des choses, mais il faut aller plus loin que de dire, en plus, tout ça va créer des emplois, par exemple, ça ne suffit pas, ou bien il va y avoir des retombées positives en matière de santé publique. Il faut que ce soit vraiment très étayé, avec là aussi des choses mesurables, quantifiables, des indicateurs, un processus qui inspire confiance, donc ça c'est un élément important. Et puis enfin, on regarde la qualité de toutes les mesures proposées pour exploiter, disséminer les résultats du projet, toujours dans cette idée de ne pas s'enfermer dans des sphères d'initiés ou dans des groupes d'acteurs qui se connaissent, qui présentent des propositions depuis longtemps, etc. Et donc là, sur ce sujet exploitation-dissémination, on est sur tout ce qui a trait à la propriété intellectuelle. On ne demande pas bien sûr 10 pages sur les accords et le traitement de la propriété intellectuelle, mais on voit parfois des projets très passionnants, vraiment sur plein d'aspects, mais qui sont très creux sur le sujet de propriété intellectuelle. Vous avez des consortiums avec 20 acteurs, des choses très passionnantes dont on comprend qu'elles vont émerger du projet, mais finalement une façon assez peu convaincante de traiter tous les conflits qui pourraient surgir aussi d'un traitement un peu léger de la question de propriété intellectuelle. On regarde aussi si la proposition identifie bien les audiences clés. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas que les audiences liées au monde de la recherche, on cherche aussi des audiences commerciales, des audiences parmi les décideurs politiques, des audiences parmi les jeunes générations aussi, donc en matière d'éducation. C'est comment on fait en sorte, le mot-clé là c'est legacy en bon français, hein, c'est l'héritage de la proposition. Est-ce que dans ce projet, si on décide de le financer et s'il va jusqu'au bout, est-ce qu'on aura vraiment des retombées convaincantes pour un maximum de parties prenantes? Ça c'est important. On regarde aussi tout ce qui a trait au transfert de compétences, pour encore une fois que ce qui émerge du projet en termes de produits, d'outils, par des démarches un peu standardisées, des boîtes à outils, ça puisse servir aussi à d'autres, dans le respect de règles en matière de propriété intellectuelle, mais ça c'est très important. Et puis tout ce qui a trait au changement d'échelle aussi, c'est-à-dire pas rester que dans le pilote, le démonstrateur, mais c'est quand même d'aller aussi vers la préparation des conditions vraiment de prise en compte d'une ergonomie large pour qu'un maximum d'acteurs utilisent ce qui ressort du projet. Et puis bien sûr, au-delà de tout ce qui est annoncé, et ça c'est pas évident non plus, vous avez des propositions qui sont très fortes pour annoncer, dire tout ce qu'elles comptent faire, mais après c'est sur le côté opérationnel que c'est moins convaincant. Vous voyez pas, alors vous avez parfois, ça arrive, des consortiums très vastes, où vous dites qu'il y a énormément de compétences, il y a tout ce qu'il faut pour que de façon opérationnelle ça puisse être fait, ce qui est annoncé, mais on ne vous explique pas de façon suffisante comment, quel acteur va vraiment être mobilisé, comment ça va interagir, qui va être en charge de quoi. Donc on cherche vraiment des choses, et ça, quels que soient nos profils, hein, qu'on soit le météorologue slovaque, le représentant de la PME française ou l'économiste grec, tout le monde se rejoint là-dessus, on a besoin d'être convaincu, en fait, un peu de A à Z. Et ça fait écho au point qui a été dit, vous allez pouvoir avoir une proposition très bien rédigée, qui coche un peu mécaniquement plein de cases, mais qui au final n'est pas convaincante. Et ça, c'est un syndrome qui est assez... ça, c'est une catégorie de propositions. Vous avez des propositions qui sont tellement compliquées à lire, et ça, j'insiste aussi là-dessus, que même à la deuxième lecture, et vous êtes déjà à la deuxième journée, vous êtes censé y passer beaucoup moins de temps que ça, vous n'avez toujours pas compris
vous sentez bien qu'il y a plein d'éléments intéressants, mais vous ne comprenez pas comment tout ça est articulé. Vous avez des schémas ou des chronogrammes qui sont pas limpides. Et ça, c'est vraiment important, je pense, d'avoir cette clarté, parce que mine de rien, c'est aussi très fatigant pour un expert évaluateur s'il n'y a pas cette clarté-là. Voilà, donc on cherche bien des propositions qui sont cohérentes d'un bout à l'autre. Et puis pour terminer, par rapport à la question qui me semble très importante, qui a été posée sur les consortiums, moi je ne vois pas de consortium type gagnant dans les quelques expériences que j'ai pu avoir. On a pu très bien noter des propositions qui avaient 5 ou 6 membres dans le consortium, d'autres qui en avaient une vingtaine. Je me réjouis de voir plein de PME, de plein de pays européens qui viennent participer. Et en soi, je pense qu'au-delà de l'exercice qui peut consister à lister plein de compétences exceptionnelles, très complémentaires dans le principe, mais c'est bien d'expliquer comment elles vont s'articuler, ces compétences. La démonstration de force qui consiste à dire j'ai les meilleurs centres de recherche, j'ai tel grand acteur de l'énergie, tel acteur qui est le leader dans. Au final, ça fait flop si on ne comprend pas bien comment tout ça s'articule et si on comprend bien spécifiquement comment les compétences de chacun sont mobilisées, comment ça s'articule et comment ça va être réalisable dans une période qui soit inférieure à 10 ans. Parce que parfois, vous avez aussi des propositions où vous dites mais est-ce que c'est vraiment réaliste de vouloir faire tout ça et d'aller aussi loin, d'un point de vue opérationnel, j'entends, en aussi peu de temps. Voilà, en tout cas, moi je constate vraiment qu'on va vers ce décloisonnement des écosystèmes d'acteurs et ça me semble vraiment très positif. Un dernier point peut-être, c'est de ne pas sous-estimer l'aspect lié à la coordination, à la gestion du projet. Si vous avez des consortiums énormes, une proposition très ambitieuse, passionnante, où vous avez un work package gestion de projet où en gros vous avez 2 personnes et très peu de ressources, enfin moins d'1% de l'effort global, c'est pas très crédible non plus parce qu'on se dit tout ça va s'épuiser dans un processus qui n'est pas forcément très limpide. Voilà, mais je m'arrête là, en tout cas, merci beaucoup de l'invitation à partager. Merci beaucoup en tout cas pour votre intervention très claire, très précise. Je pense que le focus justement sur le sérieux de ce processus d'évaluation, sur comment se fait justement la co-construction aussi, la rédaction de l'évaluation, je pense que c'est des aspects qui sont importants. Vous avez été plusieurs à mentionner aussi sur le fait que les évaluations elles sont évaluées en l'état, là sur leur potentiel, donc vous rédigez effectivement des commentaires et pas des recommandations. Là, je pense qu'il y a eu plusieurs points importants que vous avez soulignés et expliqués de façon très claire. Et s'il y a quand même des besoins de clarification, des points que vous voudriez qu'on précise. C'est pour rebondir là, sur votre tout dernier point sur la part de coordination du projet. Je vous ai dit, si vous avez un énorme consortium et que vous avez 1% du temps qui est prévu, c'est pas crédible. Est-ce que vous avez sur la base des différents projets, vous avez regardé des gammes de ce qui est crédible en fonction de la taille du consortium? Sous le contrôle de Gaël, il n'y a pas de nom, en tout cas on n'a pas de code, c'est-à-dire on ne nous dit pas, on n'a pas d'ABAC qui nous dit si vous avez tant de partenaires, tel type de projet, en gros si vous avez moins de X% sur la partie coordination, en plus ça serait compliqué de définir des ABAC comme ça parce que vous avez des projets qui ont juste un work package dédié à la coordination et d'autres qui ont des morceaux de work package dédiés à la coordination dans les autres work packages, avec quand même aussi un work package de coordination générale. Donc ça peut être fait de différentes façons. Tout ce qu'il faut, c'est que ce soit convaincant. Après, moi je sais que de façon générale, quand on est autour de entre 5, 6, 7%, alors ça dépend de la taille du consortium aussi, ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend de l'ambition de ce qui est annoncé, ça dépend du nombre de territoires qui vont être couverts dans une démarche, ça dépend de beaucoup de choses. Mais ce que je veux plus vous dire ou vous partager comme message, c'est d'éviter vraiment les extrêmes pas crédibles, quoi. Voilà. Et on a eu le cas récemment, on était vraiment très ennuyés, il y avait une proposition qui était de très bon niveau, qui était très très bien dotée sur à la fois excellence et impact. Donc vraiment, et sans qu'on ait de mal à tomber d'accord. Et sur la partie implémentation, on a passé du temps à hésiter à la mettre en dessous du seuil. C'est-à-dire qu'en fait, la question, et c'est une grosse responsabilité, on en avait tous conscience, était de savoir si on la rendait éligible ou pas. Et l'aspect implémentation, manifestement, il était. Alors finalement, on est tombé sur un consensus qui était clair, mais c'est pour vous dire qu'une excellente proposition sur les premiers aspects, si sur l'aspect implémentation, elle n'est pas convaincante dans la façon dont ça va se produire, dont ça va se passer, en termes de gouvernance de projet, en termes de suivi concret, tout le monde se rend compte qu'il y a un problème là-dessus. Donc il faut vraiment éviter le timing. Vous avez parfois des propositions. Moi, je me souviens d'un chronogramme où en gros c'était un rectangle coloré, c'est-à-dire tout se faisait en même temps. Alors c'est difficile, ils essaient quand même de convaincre dans la proposition que finalement tout était interconnecté, tout était dans tout. Intellectuellement ça pouvait se défendre, mais c'était absolument pas réaliste d'un point de vue gestion de projet, d'un point de vue d'ambition. Et d'autres qui sont vraiment très séquentielles et qui expliquent pourquoi elles sont séquentielles, mais qui expliquent aussi pourquoi elles réservent des buffer time, du temps de... Je n'étais pas censé parler du tout de mon anglais, je suis désolé. Des temps de latence et des temps tampons d'ajustement si jamais il y a un travail qui prend du retard. Mais globalement, voilà, il faut que tout se défende, c'est cette notion de cohérence globale, qu'on puisse retomber sur nos pieds en tant qu'évaluateur quand on se pose des questions.
J'avais une question de clarification sur vous avez mentionné une évaluation sur l'impact du projet, sur l'ensemble des impacts du call ou des axes du call. Je voulais vous demander de clarifier un petit peu ce que vous entendez par là. Souvent, moi, à la lecture des calls, il y a plusieurs sous-objectifs dans le call. Est-ce que ça veut dire que vous ne sélectionnez que des projets qui répondent à l'ensemble des objectifs, ou est-ce que des projets peuvent répondre à une partie de l'objectif? Non, alors ce serait une erreur de dire que si on n'est pas absolument exhaustif sur tout, ça passe pas, mais simplement après on utilise ce terme de shortcoming, de faiblesse en fait. Non, pas une faiblesse, pardon, c'est une limitation ou une faiblesse, oui, je sais pas comment on peut, non, la faiblesse c'est la weakness. Alors le shortcoming en français ça serait quoi? Défaut. Ça serait un défaut, voilà. Alors, est-ce que c'est un défaut mineur, un défaut majeur? On peut dire globalement, bah tiens, on se rend compte que cette proposition répond de façon vraiment très convaincante et de façon excellente à telle demande sur tel impact, etc. En revanche, elle est moins convaincante et c'est un défaut mineur ou majeur sur tel aspect. Et après, je dirais, une savante péréquation entre ce qu'on écrit, c'est-à-dire si on se rend compte qu'à la fin, dans nos 4-5 paragraphes de commentaires sur la dimension impact, on a des choses très convaincantes, mais aussi 3 défauts mineurs et 2 gros défauts majeurs, 2 défauts majeurs, etc. On se réfère en fait à la grille de notation qui assez facilement nous oriente sur la note qui peut être consistante, qui peut être cohérente avec ce qu'on a écrit. Donc ça serait, je pense, sous le contrôle de Gaël et bien sûr des autres intervenants, ça serait pas légitime de vous dire qu'il faut que tout soit absolument couvert. En revanche, ce que je voulais vous faire passer dans mon intervention, c'est qu'on regarde tout. On ne reste pas dans une logique globale de se dire oui, ça. Et le modérateur nous y invite aussi. Hein. On fait un travail vraiment assez fin qui consiste à dire. Et parfois, on passe du temps à rechercher des éléments dans la proposition, hein, tout le monde ensemble. C'est-à-dire à regarder, il leur parle à tel endroit, tel paragraphe, là il est convaincant, là il n'est pas convaincant, qu'est-ce qu'on en déduit? Est-ce que c'est un peu mou? Est-ce que c'est flou? Est-ce qu'au contraire c'est clair si on reconstitue le puzzle? Alors on ne peut pas non plus le faire dans des limites de temps, voilà, on ne peut pas passer 10 heures sur chaque proposition, mais on fait le maximum pour que les chances soient données au mieux. Après, c'est vrai que ça dépend aussi de la description de certains sujets. Il faut vraiment bien lire les sujets. Parfois, il est indiqué les propositions devront répondre à tous les impacts listés dans la description ou répondre à certains impacts. Donc, vraiment, la première chose, c'est d'analyser très précisément la manière dont le sujet est décrit dans l'appel. C'est vraiment ça, la Bible. Après, c'est vrai que... Et une remarque complémentaire aussi, ça a été un petit peu dit dans une des interventions précédentes, mais il y a vraiment une volonté entre les différents panels d'avoir un équilibre dans la façon dont on traite les sujets, pour éviter qu'un panel, après 4 propositions, finalement ait tranché que ça c'était pas très grave, alors que dans l'autre panel on pénalise, et donc il y a des experts tournants. Donc ça c'est intéressant aussi, vous n'êtes pas à huis clos non plus, qu'avec les mêmes personnes pendant une semaine. Il y a une volonté d'avoir aussi des experts qui viennent d'autres panels et qui reviennent aussi remettre en question certains réflexes qu'on peut prendre au fur et à mesure de l'évaluation. Donc encore, je pense, un facteur de crédibilité du processus. J'avais en tête un exemple précis d'un appel qui était focalisé sur les services climatiques, mais dans un secteur très spécifique. Alors, je ne sais plus si c'était les déchets ou l'énergie, mais du coup, la proposition pouvait être très pertinente d'un point de vue service climatique, mais elle touchait entre guillemets, le mauvais secteur, et du coup, on a décidé de ne pas soumettre par risque d'être... Oui, non, mais je pense que vous avez bien fait, parce que cette recherche de cohérence précise avec le call, alors effectivement, comme dit Gaël, il faut bien lire à chaque fois, ça dépend aussi de la façon dont c'est formulé, mais globalement, il vaut mieux quand même vraiment rentrer dans les cases de ce point de vue-là. Et peut-être lire les introductions aussi, c'est pas juste les 10 lignes du call, mais les divers niveaux d'introduction, il faut lire aussi. Ma question, c'est plutôt combien coûte en fait la réponse, le temps, à la fois le temps passé, et à la fois le coût pour représenter l'espoir peut-être d'avoir un dossier qui soit retenu. Et donc, l'espoir, c'est plutôt la présentation du dossier. Est-ce qu'il y a des ordres de grandeur, de temps à passer sur un dossier comme ça pour qu'il soit retenu? Est-ce qu'il y a un ratio temps passé, plus de chances d'être retenu? Et puis peut-être un coût, parce que ça peut s'estimer aussi en coût d'expert. C'est une bonne question. Moi, j'ai personnellement jamais déposé de proposition sur les sujets que j'évalue. En revanche, tout ce que je peux vous dire, c'est que sur Interreg, le coût pour une PME comme la mienne est considérable. On a recruté une personne pour interagir avec le point focal pendant pratiquement 1 an.
Donc, le coût, en tout cas, me semble significatif. Après, des ordres de grandeur, je ne sais pas si dans les évaluations statistiques ou peut-être Emmanuel, je ne sais pas. Elle est portable de projet. Non, je ne sais pas. J'ai noté ici, je comptais peut-être parler après dans ma prise de parole. Moi, je dirais par rapport au... J'avais participé à des propositions en même temps, en 2014, en tant que Work Package Lead dans une et en tant que coordinatrice dans l'autre. Et je évaluerais au moins que j'ai passé au moins 3 mois temps complet. Bon, je ne sais pas quel est mon coût, chargé de recherche, niveau 1, après je pense qu'il faut quand même au moins ça. La proposition qui avait été retenue, dans laquelle je suis package leader, elle a commencé les gens ont commencé à se voir vers le mois de septembre-octobre 2013. Cette proposition qui a commencé en octobre, ces projets qui a commencé en octobre 2015. Donc on a passé plusieurs mois à se voir, à se rencontrer par téléphone ou personnellement, avant pour faire le montage. C'était en proposition à 2 stages, donc ça justifie aussi le temps. Il y avait phase 1 et phase 2 après. Et sous votre contrôle, ce qui fait une grosse différence aussi, c'est le fait de savoir si vous connaissez ou pas vos partenaires avant. Ça, c'est considérable. Nous, Interreg, il y en a certains qu'on connaissait, d'autres qu'on ne connaissait pas, le temps de se caler avec ceux qu'on ne connaît pas. Et de façon générale, la qualité des dossiers qu'on évalue là, dans le cadre des expériences que j'ai expliqué à l'instant, moi, me semble vraiment impressionnante. C'est-à-dire que toutes les propositions, alors après, bien sûr, il y en a qui sont plus ou moins convaincantes, qui sont plus ou moins... Mais c'est un travail considérable, à la fois d'un point de vue réflexion conceptuelle, méthodologique, implémentation, etc. C'est un travail qui est vraiment considérable. Donc, et voilà, et je pense qu'il ne faut pas le sous-estimer, effectivement.